À une époque où la puissance nationale se traduit souvent par celle de son armée, les fastes de la cour sont le préambule à toute démonstration royale. Louis XIV est sans conteste celui qui sut donner à la France toute sa grandeur du passé par le luxe de son château. En 1623, Louis XIII décide de faire construire un pavillon de chasse au sommet du plateau de Versailles. Et si le lieu reste purement utilitaire durant des années, Louis XIII continue d'y acheter les terres avoisinantes. Lorsque le roi meurt en 1643, son fils, alors âgé de 4 ans, lui succède. Le pavillon de chasse de Versailles cesse alors d'être une résidence royale pendant près de 20 ans. Même si au début du printemps 1651, le jeune roi Louis XIV fréquente les lieux à l'occasion de parties de chasse, ses visites restent cependant irrégulières. Rien n'indique qu'à ce moment précis, le jeune monarque soit touché par la magie d'un vieux terrain marécageux. À l'automne 1661, l'intérêt du roi pour Versailles se fait enfin ressentir et dès les premiers mois de l'année suivante, il charge le peintre Charles Erard de remettre en état les appartements du pavillon de chasse et d'en réaménager la distribution des pièces. Même si ces aménagements sont mineurs, le roi s'éprend des lieux au point d'y organiser de véritables fêtes royales. N'oublions pas les événements parisiens qui, en 1649, obligent la cour et le roi à fuir les émeutiers du Louvre. Il est probable qu'à cet âge, les événements eurent une influence sur le jeune roi. Cependant, le palais de chasse n'est pas commode. Beaucoup de courtisans n'ont tout simplement pas de toit pour dormir. Dès 1664, le roi fait aménager Versailles par l'architecte Louis Le Vau, dans le simple dessein de rendre les séjours plus confortables pour sa cour. Plusieurs projets virent le jour. L'un d'entre eux consistait à détruire l'ancien pavillon de chasse et le remplacer par un palais à l'italienne. Le second projet conservait les éléments existants jusqu'à l'agrandissement qu'on lui connaît. Jean-Baptiste Colbert, principal ministre d'État, conseilla au roi la seconde solution et le château tripla de superficie. Le Vau le décora somptueusement, en reprenant le thème du soleil comme inspiration. Les travaux de décoration sont réalisés par les membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture, dirigé par Charles Lebrun en sa qualité de premier peintre du roi. Les métiers évoluent selon toute vraisemblance par un ordre que l'époque définit. Si les matériaux et les besoins des clients d'aujourd'hui ont évolué, ceux du XVIIe n'ont absolument rien à voir. Il y a 350 ans, le peintre était à la fois doreur, vitrier, vernisseur, colleur de papier de tenture, sculpteur, coloriste. On peut alors sans aucun doute affirmer que les artisans modernes sont les dignes héritiers de la lignée des Lebrun et autres Mignard. Charles Lebrun naît à Paris le 24 février 1619. Charles est le fils de Nicolas Lebrun, maître sculpteur, qui travailla pour l'hôtel particulier du chancelier Pierre Séguier, et de Julienne Leblay, fille de Pierre Leblay, maître écrivain, homme de plume et de relations bien fortunées. Pierre Séguier remarque Charles
et tout en le logeant dans son hôtel, lui donne pour professeur le peintre Simon Vouet. Dès l'âge de 15 ans, Lebrun commence à produire pour Séguier. Puis c'est au tour de Nicolas Poussin de prendre le relais auprès du jeune peintre. Durant 4 années, Lebrun accompagnera Poussin jusqu'à Rome pour se former. Il copie alors les antiques romains, mais aussi Raphaël, Hannibal Carache ou encore Pierre de Cortone. De retour à Paris en 1646, il obtient d'importantes commandes grâce à son ancien professeur Séguier. L'influence de ce dernier sera déterminante quant à l'obtention par Mazarin des fonds nécessaires à la création de l'Académie royale de peinture et de sculpture, créée en 1648. Entre 1656 et 1661, Nicolas Fouquet, célèbre surintendant des finances, fait appel à ses services pour décorer son château de Vaux-le-Vicomte. Lebrun déborde alors d'imagination et de créativité. Il décore si somptueusement le château que le roi lui-même en est ébloui. Heureusement, la disgrâce de Fouquet n'atteint pas la notoriété de Lebrun, qui sera dépêché pour les travaux de décoration de Versailles. Colbert le nomme directeur de la manufacture des Gobelins. Spécialisé dans un premier temps dans la fabrication des tapisseries, dès 1667, la manufacture fabriquera également de nombreux meubles et autres objets d'art. Les commandes royales se succèdent, Lebrun incarne la réussite artistique. Eu égard à toutes ses responsabilités et ses commandes, il fut également un surprenant créateur, puisqu'il dessina lui-même quelques-unes des plus somptueuses décorations des plus fabuleux endroits de France. Un certain nombre de ses travaux ne furent achevés qu'après sa mort. À quelques exceptions et dans un souci d'homogénéité des décors, c'est Charles Lebrun qui fournit lui-même les dessins préparatoires à ses élèves, notamment René-Antoine Ouasse, Charles Delafosse et Gabriel Blanchard. L'escalier des ambassadeurs est un exemple incontestable de la mise en pratique des peintures et des trompe-l'œil à des fins économiques qui fit la renommée de l'artiste. L'affluence grandissante du château nécessite un accès et une circulation améliorée. On décide alors la création d'un grand escalier d'apparat au moment des agrandissements du palais. Cependant, compte tenu de son emplacement, l'espace manque de profondeur et de luminosité. L'enjeu sera donc, par sa décoration, de remédier à ces défauts. C'est à cet effet que l'on apporte un éclairage naturel par la conception d'une verrière monumentale pour l'époque, verrière en forme d'oculus, mesurant près de 10 mètres par 4. À cette époque, aucun palais en France ou même en Europe n'avait d'escalier décoré, la plupart étant dépouillés de toutes subtilités artistiques à la faveur de l'utilité fonctionnelle d'un tel ouvrage. Les crédits accordés au financement de tels projets avaient souvent raison de la richesse des décors. Aussi les peintures imitaient-elles les stucs, les marbres, et poussaient-elles leur justesse au point de simuler des formes de sculptures majestueuses. Les faux métaux étaient aussi imités par le plaquage à la feuille d'or ou le dessin de fausses pierres précieuses, comme la création de bas-reliefs en décor fin de lapis. L'apparition de la peinture en quadratura permettra de donner de l'ampleur en l'absence de fenêtres et d'économiser de façon substantielle les caisses royales. On décide de mettre en peinture l'histoire du roi sous forme d'allégorie monumentale, et c'est encore à Lebrun et ses équipes que l'on confia la création de cet ouvrage. La paternité lui étant souvent soustraite à la faveur d'un quasi-anonymat. Des documents de juillet 1693 écrits par Guillet de Saint-Georges dans la deuxième partie de son mémoire historique des ouvrages de M. Lebrun attestent de l'implication totale de Lebrun sur le grand escalier.
Ces décors impressionnants et pourtant si majestueux ne faisaient pas l'unanimité au sein même de l'Académie royale de l'architecture. Aussi François Blondel, architecte renommé, se permit à demi-mot de juger le travail de Lebrun en expliquant, sans le nommer, que ceux qui surchargent leur décor et épuisent le talent d'excellent ouvrier devraient se contenter d'un décor épuré qui à lui seul suffit à la beauté des lieux. L'escalier étant de moins en moins utilisé, des frais d'entretien, de réparation et de nettoyage étant courants, il fut décidé de le détruire vers 1752. Cependant, certaines des peintures furent transposées sur toile pour la postérité. L'escalier des ambassadeurs restera le premier grand chantier de Lebrun. Seule la galerie des glaces a dépassé ce statut dans l'œuvre de l'artiste. Outre les commandes royales des nombreux chantiers de Versailles, Charles Lebrun, c'est aussi des commandes religieuses. De nombreuses sculptures. Des portraits, des décors pour de grands hôtels particuliers, mais aussi et surtout vers la fin de sa vie, des tableaux de chevalet, parfois même modestes, pour décorer les murs des demeures d'amateurs parisiens. Même si aujourd'hui Lebrun est reconnu par les historiens comme étant le grand artiste que l'on décrit, ce dernier échoua à se faire reconnaître de ses pairs en qualité d'architecte. À la mort de Colbert en 1683, le nouveau surintendant des bâtiments, Louvois, le tient à l'écart de futurs chantiers. Il lui préfère alors son grand rival, Pierre Mignard. Seul et morose, malade, Charles Lebrun s'éteint à Paris le 12 février 1690 à l'âge de 70 ans. Il est enterré en l'église de Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est Lebrun lui-même qui se chargea de la décoration de la chapelle où il se réserva une place de choix aux côtés de sa mère. Sa femme les rejoindra 9 ans plus tard. Les Lebrun n'ont pas d'enfants. À sa mort, il laisse un héritage à sa femme et ses neveux, une fortune colossale estimée à 590 000 livres, soit plus de 18,5 millions d'euros de nos jours. Il laisse également à la France une œuvre artistique incommensurable et pourtant si peu célébrée. Si l'on pouvait estimer la célébrité par la fortune, Lebrun serait sans aucun doute l'un des plus célèbres de son temps, au même titre que Mignard, qui lui survivra 5 petites années.
Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.